Les Français veulent que le budget de la Côte d'Ivoire soit rogné par des rétrocommissions, des investissements, des financements d'élections en France, des choses comme ça. Or, Gbagbo a dit, ce budget-là, le peu qu'on a là, c'est pour la sécurité sociale pour les Ivoiriens. C'est pour l'école gratuite. C'est pour les soins gratuits. C'est pour ceci, c'est pour faire des HLM. C'est pour ça. Les gens ont dit, mais tu vois, celui-là, ça se voit qu'il n'a pas été à l'école de Fokar. On ne doit pas s'occuper de la population. On doit s'occuper de garantir sa survivance au pouvoir avec l'aide de la France. Et si la population se révolte, on envoie la soldatesque masse mater ça. L'essentiel, c'est que Gbagbo, d'abord Gbagbo, nous avons remarqué une chose chez toi. Pourquoi tu viens jamais en vacances en France? Pourquoi tu ne viens pas te soigner ici, en France? Où sont tes comptes en banque en France? La résidence secondaire, les résidences, troisième résidence et tout. Pourquoi t'as pas? Tu sais que tous les chefs d'État ont. Pourquoi tu es l'exception? On doit toujours te prendre en singularité, exemple de singularité. Gbagbo dit, vous savez, pour s'enrichir, on ne fait pas la politique. On ne fait pas l'enseignement. Un professeur ne s'enrichit pas. On fait des affaires. Si j'avais été un homme d'affaires, j'aurais pu dire que vous avez raison. Mais j'étais un professeur d'université qui a décidé de faire la politique pour soulager mon peuple. Qu'est-ce que je dirais demain à ma famille quand on dira que nous n'avons pas de quoi nous soigner alors que tu as été président? Ça y est, les gens, il y en a qui sont encore à Paris en train de faire le mariage de leurs enfants. Alors vous n'êtes pas ici. Tu ne peux plus rien envoyer ici. Aide-toi. Même pour aller danser un peu. Même pour faire quelque chose, ils sont prêts. Et ils sont prêts. C'est ça contre nous. Et c'est l'ambassadeur de France d'ailleurs, l'actuel, qui a trouvé une expression. Il dit, dans ce pays, il y a quand même des tics sociaux. Gbagbo est fatigué qu'il veut se poser. Il va y aller sur nous à maman. Mais interne. C'est l'ambassadeur, c'est pas moi qui vous l'ai dit. Si vous-même vous voyez ça, pour qu'on ne fasse pas une agression contre son pays, Chirac demande à Gbagbo de donner de l'argent, de lui donner de l'argent, à lui Chirac. C'est ça qu'on appelle dans le livre, j'ai dû cracher ou bassiner. Donc c'est les pratiques qu'il faisait avec Omar Bongo. Avec la plupart des chefs d'État africains. Il faut donner beaucoup d'argent, comme ça tu as la paix. Et Chirac a remercié Gbagbo parce qu'il a reçu l'argent. Il a dit, Chirac a dit très précisément, tu sais, Laurent, je ne suis pas ingrat. Hein. Je ferai en sorte que tout cela, ça serve à quelque chose, ta générosité. Les ennemis de Gbagbo disent que Gbagbo n'aurait pas dû donner cet argent. Parce que Gbagbo sait très bien que c'est par la corruption que les corrupteurs créent des corrompus. Eh bien, moi, je dis que le président Gbagbo avait le droit de chercher toutes les voies et moyens pour que son régime ne soit pas déstabilisé. Puisque nous autres Africains, nous, on ne le soutient pas. Chacun est face à l'ennemi seul. Donc, tous les moyens, en tout cas, tous les moyens honnêtes, doivent être mis en œuvre pour que le peuple ivoirien ne soit pas saigné, comme on a déjà tué beaucoup de gens en Côte d'Ivoire. Donc, Gbagbo parle maintenant de Villepin et Bourgi qui lui disent « Donne l'argent !» Et Gbagbo a donné. Je cite, page 57, troisième extrait.
C'était en 2001. Villepin et Robert Bourgi m'ont demandé de cracher au bassinet. Cracher au bassinet, c'est le langage des corrompus pour dire donne l'argent. Pour l'élection en 2002 en France, nous étions dans un salon du restaurant La Pérouse qui se trouve sur le quai Voltaire, près de la documentation française. C'était le prix pour avoir la paix en France-Afrique. J'ai eu une longue entrevue avec Chirac. Tout s'est très bien passé. Il m'a accompagné. Il était très amical, anormalement amical. Et il m'a dit, en me tapant sur l'épaule, sur le perron, je ne suis pas ingrat, Laurent. Je ne suis pas fier de cet épisode, mais je pensais y gagner la marge de manœuvre nécessaire pour avancer vers les objectifs de mon pays. Certains me l'ont reproché en disant que c'était la preuve de mon double langage, que je m'appuyais sur le néocolonialisme pour le critiquer ensuite. Comme si on pouvait toujours répondre à des partenaires aussi puissants, aussi retors, sans employer à son tour la ruse et la diplomatie. On m'a mis dès le début en situation de crise et d'urgence permanente. Au moins, ils ne sont jamais revenus à la charge depuis. Je n'aurais plus accepté. Ils le savaient eux-mêmes. Cela n'a pas amélioré d'ailleurs nos relations. Plus tard, Chirac a dit que je vais manquer à mon devoir. Je n'ai pas compris pourquoi. Il a prétendu que j'avais laissé filtrer auprès des journalistes l'information selon laquelle je lui avais donné de l'argent. Voilà. Donc ça veut dire que pour avoir la paix, il faut donner l'argent. Voilà ce que la France qui lutte contre la corruption fait. La France est la championne de la lutte contre la corruption. Et bien voilà la preuve que c'est la France qui actionne elle-même les mécanismes de la corruption et qui oblige les chefs d'État récalcitrants qui n'obtempèrent pas à ces injonctions néocolonialistes. Eh bien, il leur dit, si tu veux garder le pouvoir, donne l'argent. La France a fait ça avec tous les présidents africains. Elle a fait ça avec Abdoulaye Wade. Elle a fait ça avec tous les présidents africains. Tant que les piliers seront debout, à savoir la présence menaçante de l'armée française, le franc CFA, le choix discrétionnaire des présidents selon leur bon vouloir, la souveraineté des pays d'Afrique ne sera qu'un leurre. Et la France-Afrique demeurera hélas une réalité. C'est un anachronisme, un scandale tellement énorme que cette France-Afrique, qu'il a fallu organiser un mensonge à grande échelle pour tenter de l'occulter sur les médias. Soyons sérieux, il serait temps que les Français comprennent pourquoi leurs dirigeants, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs, sont si attachés à l'Afrique depuis des décennies. Pourquoi ils y entretiennent des garnisons et y envoient des expéditions militaires coûteuses alors qu'ils disent qu'ils n'ont plus le sou. Il leur est même arrivé de faire croire que nous autres Africains, nous leur coûtons trop cher. J'ai eu raison trop tôt. Il serait temps que d'autres en Afrique acceptent de mener le combat contre la France-Afrique. Il en vaut la peine ce combat. Il est arrivé à Kadhafi de me dire, Laurent, pourquoi tu te fatigues avec le Nord? Coupe le pays en deux, garde le Sud et laisse le Nord et tu auras la paix. Kadhafi, c'était un beau parleur. Il me répétait ce qu'il avait entendu ou ce qu'on lui avait suggéré de me dire. J'ai pensé que cette partition était un plan envisagé. Cela me faisait sourire. J'ai toujours défendu l'intégrité du territoire national et je n'ai jamais accepté qu'on y porte atteinte. Les responsables africains doivent prendre leur vie en main. Quand on voit les conférences internationales en Afrique, celles qui concernaient la crise ivoirienne en ont été les exemples patents. Que ce soit à l'Union africaine ou à la CEDEAO, il y a parfois dans les couloirs plus d'Occidentaux et de Blancs que d'Africains. Des bailleurs de fonds ou prétendus représentants des puissances pour faire pression, des espions. C'est pourquoi je ne juge pas mes collègues africains, même quand il leur est arrivé de me faire défaut. Quand nous faisions les réunions de l'Union africaine,
C'est là-haut. Les représentants des pays occidentaux sont toujours plus nombreux dans les couloirs que les représentants des pays africains. Ils sont toujours dans les couloirs, très nombreux. Et pour vous donner un exemple, quand nous nous sommes réunis à Sharm el-Sheikh il y a, je crois, 2 ans ou 3 ans, et il y avait à l'ordre du jour le problème du Zimbabwe. Il y avait tellement d'Européens dans le couloir de la salle de conférence qu'un chef d'État africain a pris la parole pour dire écoutez, les Européens font une pression tellement grotesque que nous décidons de soutenir Mugabe, même si on n'aime pas. Et c'est cette position qui était passée. Vous comprenez? Non, il y a des fois où ça suscite un ras-le-bol, il y a des fois où ça ne suscite pas encore un ras-le-bol, mais les pressions sont énormes sur tous les chefs d'État que moi j'ai eu au téléphone, africains, mais ils disent la même chose. Ils disent on n'en peut plus. On n'en peut plus. Il y a un mec qui m'a dit je reçois après 3 coups de téléphone par jour au moins de l'Élysée. Faire bouger les choses, s'opposer au dictat français, ce n'est pas facile. Ce qui m'arrive en est l'illustration. Nous ne sommes libres qu'en apparence, à l'intérieur de la cage où l'on nous a mis. Nos finances et nos économies sont sous tutelle, sans poids réel au niveau international, menacés d'être mis à chaque moment à l'amende si nous n'obéissons pas. Ce n'est pas tenable. Un jour, ensemble, nous devons en sortir. La Côte d'Ivoire avait les moyens de quitter cette dépendance de la zone franc, mais seul, et je m'apprêtais à le faire. C'est pourquoi on a voulu m'empêcher de poursuivre ma route. Sans nous, et ce que nous représentons économiquement, le franc CFA s'effondre et avec lui tout l'édifice de la France-Afrique. Et puis, quel mauvais exemple pour les pays voisins. Quand on sait que nous avons rejoint la zone euro, il est plus aisé de comprendre que la France ait pu entraîner derrière elle la communauté européenne et les États-Unis dans l'aventure ivoirienne. Personne n'avait intérêt à nous voir sortir un jour du CFA. Un président issu du FMI qui comprend leurs intérêts. Je comprends que Alassane Ouattara, c'était quand même préférable à Laurent Koudou-Gbagbo. Bon, alors là, la France a mis des mécanismes qui permettent de faire obéir tous les dirigeants sous tutelle francophone. Mais elle s'est aussi arrangée pour que ces dirigeants ne se mettent jamais ensemble contre elle un jour. Ce qui fait que tous ces organismes qu'on appelle la CEDEAO, tout ça, sont des organismes qui maintiennent la division pour que chacun aille seul à l'abattoir.
sous la conduite du mouton de Panurge, sous la conduite de Panurge. Et Panurge, cette fois-ci, est français. Allez noyer tout le mouton. Chacun a la queue leu. Voilà ce que Gbagbo dit. Et je pense que Sankara l'avait dénoncé déjà dans un discours, effectivement, à l'OUA. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Et en évitant de payer, nous pourrons à notre développement. La nouvelle stratégie de l'impérialisme occidental en Afrique, c'est de créer des zones de fracture et de conflit. Et à partir de là, de faire croire qu'il existe des forces armées et politiques que eux-mêmes ont armées et formées, qui veulent maintenant la Zawad. La Zawad, ça c'était au Mali. Parce que la France a créé une coupe dans le Mali, dans la partie la plus riche, en uranium, en gaz naturel, et même en pétrole dans la partie saharienne. Donc voilà pourquoi les Maliens demandent aujourd'hui à la France de partir. Parce qu'ils ont compris que les conflits sont instrumentalisés par elle, et qu'elle utilise les Touaregs, et d'autres populations d'ailleurs. Par exemple, les inimitiés liées aux terres, entre Peul et Dogon, pour pouvoir provoquer des guerres interafricaines. Gbagbo avait compris cela. Donc ce que je veux dire ici, il faut que tous les Africains comprennent que grâce à Gbagbo, le masque de la France africaine est tombé et le visage hideux de la bête est apparu. Grâce à Gbagbo, nous savons maintenant comment il menace les présidents africains directement pour prendre l'argent dans des actes de piraterie et de gangstérisme. Grâce à Gbagbo, nous savons comment ils font pour le CFA et comment ils font pour nous ruiner chaque jour. Grâce à Gbagbo, nous savons aussi aujourd'hui que la France ne lâchera jamais l'Afrique. Parce que si la France lâche l'Afrique, tous les indicateurs économiques montrent que la France va tomber plus bas que l'Albanie dans le concert. La France sera plus bas que l'Albanie. Il y aura beaucoup d'autres gilets. Il n'y aura pas seulement les gilets jaunes. La France tombera plus bas. Et le jour où ce sera la faillite pour la France, le jour où les gilets jaunes, les gilets rouges vont monter au créneau. Je dis bien, les gilets rouges. Vous voyez ce que je dis? Parce que la France est déjà au rouge. La France n'a plus d'argent. C'est-à-dire tout l'argent qu'on vole en Afrique, c'est l'oligarchie qui se partage. Ils laissent les retraités, les malheureux, souffrir. Alors que c'est l'Afrique qui finance la France depuis maintenant 2 siècles, quasiment. Donc, ces faits-là, les Africains le savent aussi. Grâce aussi à Internet, grâce aux réseaux sociaux, et tous les mensonges des médias mainstream tombent maintenant en ruine. Plus personne n'y croit. Plus personne ne croit en BFM TV. Plus personne ne croit en LCI, Radio France Internationale. Tout ça là, tout le monde sait que c'est des courroies de transmission médiatique, de la propagande, de l'impérialisme français. Et personne n'y croit. Battez-vous. Il s'agit de la liberté contre l'asservissement. C'est la seule phrase